Vous nous suivez en direct sur Canal 3 Bénin et sur Canal 3 Télévision.bj en ce jour de vote. Le jour de vote, c'est le nom de cette émission spéciale qui vous donne l'info en continu toute cette matinée durant jusqu'à 11h sur le déroulement du scrutin. Les invités se succèdent, les interventions en direct pour nous donner le pouls du scrutin dans les différentes circonscriptions électorales. On a fait le tour de Cotonou, 16e, 15e. Tout à l'heure, les images de Godomin et aussi on était dans la 13e circonscription électorale avec les premières images de Djougou dans le 3e arrondissement précisément. On revient en plateau avec un autre invité, un expérimenté de la chose des élections, ancien chef de la division assistance électorale de la CEDEAO et ancien représentant de la CEDEAO auprès de l'Union africaine, ambassadeur Francis Gabriel Oquet. Bonjour Monsieur Oquet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce jour de scrutin. Ouais. Vous avez fait plus de 30 ans dans l'arcane des élections. Ouais. Aujourd'hui que vous êtes au repos, quand un scrutin se passe et que vous êtes sur un plateau de télévision et non pas en mission d'observation, comment vous vous sentez? Je me sens plus libre de m'exprimer. C'est stressant? Pas du tout. C'est relax. C'est relax. Ouais. Le travail des élections, par contre, lui, le travail le travail des élections, il faut reconnaître que c'est très stressant. Aussi bien pour l'organe qui organise que pour les missions d'observation, les observateurs, et que pour les acteurs politiques. Ce n'est pas facile. Parce que pour les acteurs politiques, vous avez 15 jours de campagne, et ça c'est dans le système des pays francophones souvent, on dit 15 jours, mais dans le système des pays anglophones, mais dès que les élections finissent, on est déjà en campagne. On le voit aux États-Unis. Donc aux États-Unis, on parle de midterms, déjà le jour où on donne le résultat de la présidentielle pour 4 ans et c'est ça. Ouais. Donc c'est le stress et tout. Pour l'organe de gestion des élections, c'est l'insomnie totale. Et ils encaissent, c'est normal, mais tout le monde veut un résultat. Tous les acteurs qui sont en compétition veulent gagner, et ceux qui perdent de mauvaise foi estiment que c'est la commission électorale qui a favorisé le gagnant, et ceux qui gagnent, ils estiment que la commission électorale... pas le droit. Oui, non, mais ils en ont le droit, Tout ça fait partie de la liberté d'expression et du jeu électoral. Parce que quand vous rentrez en politique, il faut vous attendre à tout. Et comme le disait Amadou Kourouma dans son livre Soleil des indépendances, le politicien, c'est celui qui peut fermer l'œil sur une abeille. Donc quand vous rentrez en politique, il faut être capable de fermer l'œil sur une abeille, même quand ça vous pique. Et ça picote fort. L'abeille, on sait comment l'abeille, ça pique. Francis Gabriel Oquet, les missions d'observation électorale, on l'a vu dans le journal des élections tout à l'heure, on a l'impression que c'est un grand maillon finalement des élections aux côtés de l'autorité d'organisation de l'élection, aux côtés des instances constitutionnelles qui promulguent ou qui proclament les résultats, que ce soit la Cour suprême chez nous ou la Cour constitutionnelle. Finalement, c'est très grand, c'est cette part d'observation nationale ou internationale des différents observateurs accrédités. Et d'abord, il faut qu'on se comprenne sur ce qui est une mission d'observation ou ce qui constitue l'observation électorale. Oui. Les missions d'observation ou l'observation électorale, c'est une opération passive. C'est-à-dire, la mission est là pour témoigner de la conformité du déroulement des élections, d'abord avec la loi, le dispositif légal national. En vigueur dans le pays. En vigueur dans le pays, parce que les élections, c'est une affaire nationale, une affaire de souveraineté. Ça qu'on a fait à la rappeler ou c'est... Ah oui, c'est clair, c'est une affaire de souveraineté. Donc, la mission d'observation est une mission passive, elle vient pour constater, donner son rapport. Et l'intérêt de cette mission, c'est ce que la mission a constaté de mauvais, elle doit pouvoir relever dans le rapport et faire des recommandations pour améliorer les prochaines élections, les prochains processus électoraux à venir. Donc c'est là l'intérêt d'une mission d'observation. Maintenant, nous avons une distinction entre les missions d'observation internationales et les missions nationales. L'avantage des missions nationales, c'est que c'est des gens supposés neutres qui viennent d'autres pays.
qui sont des organes de gestion des élections, des experts d'autres pays, qui viennent pour voir la régularité par rapport au dispositif légal national et par rapport aux standards internationaux. Sous la coupole souvent des organisations d'intégration régionale ou sous-régionale. Oui, c'est sous la coupole des organisations d'intégration. Je vais vous expliquer pourquoi les organisations et à quel niveau les organisations gouvernementales ont commencé par intervenir. Donc, d'abord, je parle des missions d'observation qui sont supposées, qui sont supposées être neutres, acceptées par tout le monde. Maintenant, il y a les missions nationales, formées par des ONG nationales ou la société civile ou tout nationaux qui s'organisent pour observer les élections. Mais là, eux, ils ont plus l'avantage de connaître l'histoire politique, d'avoir suivi tout le processus électoral, depuis la mise en place des lois électorales, du dispositif, jusqu'aux élections, ils ont cet avantage. Mais le hic, c'est que vous ne maîtrisez pas la tendance de ces gens pour garantir leur neutralité. Et c'est pour ça que les missions d'observation internationale doivent collaborer avec les missions nationales. Maintenant, on va poursuivre les explications dans quelques petites secondes, Francis Gabriel Oké. On va d'abord retrouver Teddy Goudalo. Il est notre envoyé spécial à la rédaction de Canal 3 Bénin dans la 5e circonscription électorale, à Ouida précisément, au collège d'enseignement en général 3 de Ouida. Teddy Goudalo nous a déjà recueilli les premiers votants dans ce centre où il y a seulement 2 postes de vote. Bonjour Teddy. Bonjour William, bonjour chers téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Élection générale 2026 ici dans la 5e circonscription électorale où je me retrouve. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h15. Déjà à 7h30, le temps de faire les dispositions pratiques. Le premier votant est enregistré. Dans le poste de vote numéro 1, 491 électeurs sont attendu. J'ai noté sur le terrain la présence des responsables, des représentants de partis politiques, de la Cour constitutionnelle. Toutes les dispositions pratiques sont prises pour un bon scrutin ici même, dans ce centre de vote. Mon état d'âme, c'est que je suis content parce que tout se déroule bien. Ça, c'est plus que sûr. Il faut être attentif pour voir si ce que tu as décidé, montré, est accepté. Voilà les impressions des premiers votants. Teddy Goudalo, vous nous les proposez dans cette émission spéciale. Je rappelle que là, nous étions au collège d'enseignement général 3 de Ouida, 2 postes de vote dans ce centre de vote. C'est la 5e circonscription électorale et c'est Teddy Goudalo qui couvre ces élections pour Canal 3 Bénin dans cette sphère géographique. Justement, Francis Gabriel Oké, nous expliquions les missions électorales à chaque niveau, les tendances ou les acteurs plus ou moins neutres ou non dans le scrutin et dans l'observation électorale. Oui, effectivement, nous étions en train d'expliquer les différentes missions et j'étais sur le point d'expliquer le pourquoi de l'intervention des structures comme la CEDEAO et l'Union africaine. Puisque vous savez, la CEDEAO, initialement, est une organisation d'intégration économique. Essentiellement. Libre circulation des personnes et des biens. Mais pourquoi elle a décidé d'intervenir? Parce que nous ne pouvons pas assurer l'intégration économique, la libre circulation, s'il n'y a pas de stabilité politique. Au vu de l'intervention de la CEDEAO par les Comores au Libéria et en Sierra Leone, les chefs d'État se sont assis et ont dit, mais nous voulons l'intégration économique, mais il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait des élections bien organisées. Nous ne pouvons pas rester neutres à l'organisation des élections. Donc d'abord, ils ont pris un protocole en 1999 sur la gestion des conflits. Mais la mise en œuvre de ce protocole a montré ses limites parce qu'elle ne prévoit pas l'assistance aux États pour organiser des élections crédibles, libres, que tous les acteurs acceptent. C'est pour ça qu'en 2021, ils se sont dit il faut un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et dans ce protocole, à l'article en 2001 Oui, en 2001.
à 2001. Et dans ce protocole, il est prévu que la CEDEAO porte assistance à tout État qui organise les élections. C'est le fondement juridique alors de oui, mais cette avant l'assistance, il faut que le pays fasse la demande. Mais sans la demande du pays, la CEDEAO peut envoyer une mission préélectorale, une mission d'information préélectorale pour rencontrer les acteurs afin d'évaluer le niveau de préparation de cet État pour les élections. C'est le cas de ce que nous avons vu au Togo l'an dernier. Si, dans tous les pays, ça se fait. Même actuellement, la mission d'information de la CEDEAO est à Cotonou. Donc, c'est ce que nous avons vu. Oui. Ce sont les images que nous avons vues. Ce n'est pas une mission électorale de la CEDEAO dans le cadre de ces élections, mais plutôt une mission préélectorale pour la présidentielle du 12 avril prochain. C'est une mission préélectorale pour la présidentielle, pour évaluer le niveau de préparation du Bénin pour l'organisation des élections prochaines. Et surtout, l'intérêt de ce genre de mission, c'est dans l'évaluation de faire la proposition au président de la commission de la CEDEAO sur la nature de l'assistance accordée parce que ce genre de mission rencontre la Sénat, rencontre le ministre de l'Intérieur, tous les acteurs à l'interne. Ils étaient par exemple vendredi à la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle gère le contentieux électoral. Proclame les résultats provisoires et définitifs des élections législatives. Oui, donc cette mission rencontre les acteurs et après ça fait un rapport pour faire des propositions d'assistance et recommander au président la nature de la mission d'observation à envoyer. Et ce qu'il faut préciser, c'est que de plus en plus, et depuis que nous étions là, nous avons amélioré l'intervention de la CEDEAO en matière électorale. En quoi faisant? Vous savez, quand nous on a pris fonction en 2006, il était reproché à ces institutions de venir la veille des élections et de faire l'homologation complaisante. Donc, nous avons proposé qu'au lieu d'envoyer des missions à court terme, il faudrait d'abord envoyer des experts sur le terrain bien avant. Et ces experts préparent des rapports réguliers pour le président de la commission afin de lui permettre de suivre régulièrement avant d'envoyer la mission. Et ça permet même de voir le profil des membres de cette mission d'observation envoyée sur le terrain. Très important. Ensuite, quels sont les profils d'acteurs qu'on peut retrouver, par exemple, quand c'est la CEDEAO, comme membre de la délégation de la mission d'observation électorale qui vient? Je vais vous expliquer. Avant nous, le profil, c'était que des représentants des ministères des Affaires étrangères et des diplomates accrédités auprès de la CEDEAO. Ensuite, c'était les parlementaires. Mais quand nous, on a pris fonction, nous avons dit, il y a des experts qui ne sont ni parlementaires, ni ambassadeurs, ni aux affaires étrangères, mais qui sont des experts pointus en matière d'élection qu'il faut associer. Et il y a des organisations de société civile efficaces dans la région et qu'il faut associer. Et quand nous avons, en février 2008, nous avons mis en place le réseau des organes de gestion des élections, nous estimons que c'est une plateforme d'administrateurs des élections qui doit s'informer de l'expérience des autres pays. Donc, nous avons intégré, et chaque élection, vous avez des délégations, des commissions électorales de chaque pays qui sont intégrées dans ce dispositif afin de voir comment ça se passe dans les autres pays. Donc, voilà la composition, la configuration, ça a évolué. Et souvent, les chefs de mission sont des missions d'observation, sont des anciens chefs d'État, des anciens premiers ministres, des anciens politiciens, qui connaissent la chose, qui ont vécu et qui ont fait la campagne eux aussi dans leur pays et qui savent les difficultés et qui savent surtout comment discuter avec les acteurs. Parce qu'il y a un langage. Il y a un langage. Et ils se comprennent entre eux. Et la réaction d'un chef d'État dans un pays ou d'un parti politique au pouvoir dans un pays, un ancien chef d'État d'un pays, en tant que chef de mission, il comprend pourquoi
il réagit de cette façon. Et la réaction de l'opposition aussi, il sait où est-ce qu'ils veulent en venir et il sait quel langage leur tenir. Donc voilà. Voilà un peu ce qu'il en est de la mission des missions d'observation. Mais quelle est l'efficacité aujourd'hui, après ce protocole? On a parlé de 2001, beaucoup de scrutins justement, vous avez été aux affaires à une époque. Quand vous analysez un peu dans le fond, quel est l'impact dans la qualité des scrutins qu'il y a eu, par exemple, dans notre sous-région? Prenons juste la sphère dans laquelle on peut mieux se situer. En Afrique de l'Ouest, les différents scrutins qu'il y a eu, est-ce que ces missions d'observation électorale ont aidé, ont influencé? Parce que, je rappelle un de vos propos, vous avez parlé de missions passives. Qui dit passivité parle de, forcément, peu de marge de manœuvre sur le déroulé des faits. On n'est là que pour observer finalement. D'accord. À première vue, on peut dire que ces missions sont inefficaces. Sinon, budgétivores. Budgétivores, je ne pense pas. Les facteurs en parlent aussi. Mais je peux vous expliquer, aujourd'hui où nous parlons, si un pays de la région organise des élections sans une mission d'observation de la CEDEAO, c'est le doute total. Vous êtes devenu finalement indispensable. Je peux vous donner l'exemple de la Gambie, où 2 fois, la CEDEAO, après avoir déployé une mission préélectorale, s'est rendu compte que les conditions n'étaient pas du tout favorables pour l'envoi d'une mission d'observation. Les mêmes qui estimaient que la CEDEAO a déjà son cachet pour valider, ces mêmes viennent à la CEDEAO pour lui dire, mais vous avez laissé abandonner la Gambie. Pourquoi vous n'avez pas déployé une mission d'observation en Gambie? Donc, je peux vous dire, a priori, on pense que les missions d'observation sont inefficaces. Non, parce que les recommandations sont très importantes, mais là où on peut faire un reproche à la CEDEAO, quelles sont les dispositions prises pour faire le suivi de ces recommandations? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avions essayé de mettre en place des missions post-électorales par les organes de gestion pour aller faire l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations des missions de la CEDEAO ou des missions d'observation en général avec les structures qui organisent les élections. C'est très important. Je peux vous donner des exemples sur cet aspect. Oui. Oui, il y a des pays où nous sommes allés observer et le dispositif légal a prévu que l'élection s'organise, par exemple, en juin, en Sierra Leone. Or, en 2007, en juin, ils avaient organisé 7 élections. Les électeurs étaient sous la pluie, tout le monde était sous la pluie. La mission d'observation a fait, et toutes les missions ont fait une recommandation pour qu'il y ait une réforme, pour pouvoir permettre de déplacer la période des élections de cette saison de pluie, pour permettre aux électeurs d'aller voter et garantir les conditions d'accessibilité. Il y a aussi des pays qui organisent des élections en période de fête. Et ça prive les observateurs, ça prive l'organe de gestion, et ça prive tout le monde de profiter des fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est le cas au Bénin? On a fait une campagne électorale. Non, le Bénin, c'est pas le cas au Bénin. On a fait la campagne électorale à une époque où on a fêté Nouvel An et Noël, et après, pourquoi pas, des fêtes nationales comme la fête des religions traditionnelles matérialisée par le festival Vodun Days. Est-ce que c'est une situation du genre? C'est une situation du genre où nous faisons des recommandations pour qu'il y ait plus d'engouement et plus de meilleures conditions pour le déroulement des élections. Il faudrait déplacer. Donc, nous avons... Et je prends un autre cas, le Nigeria par exemple. Au Nigeria, en 99, quand ils avaient un système spécial qu'ils estiment adapté au nombre pléthorique de leur population. Eh bien, Francis Oké, on revient dans la suite de cette émission. On parlait de la pléthore de votants dans le cas d'écoles nigérians. Oui, le Nigeria, en 99, ils ont un système qui oblige l'électeur d'abord à venir faire l'accréditation. Vous êtes sur la liste, mais vous venez de 8h à 11h
c'est le processus d'accréditation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous venez physiquement prouver que vous êtes sur la liste et que vous êtes vivant. Et on coche. Ça, c'est pour éviter les accusations comme quoi les morts votent. Les morts votent et tout ça. Et à partir de 11h à 14h, c'est le vote. Donc, ceux qui sont venus physiquement de 8h à 11h, ils marquent leur présence, leur existence physique, et de 11h à 14h, le vote commence et finit à 14h. Mais le temps, il est court. Il est court, mais et ça leur permet de cerner vraiment les électeurs qui sont encore vivants et qui sont... Bon, donc, toutes les missions d'observation, comme ce phénomène, ce processus, je ne dis pas phénomène, ce processus ne répond pas aux standards internationaux, on a fait des recommandations et aujourd'hui, au Nigeria, ils votent comme tout le monde. Je prends un autre exemple. Jusqu'à ce jour, les missions d'observation internationales font des recommandations pour que la Gambie change son système. Parce qu'en Gambie, il n'y a pas de bulletin de vote. Il y a des maboules. Ça veut dire quoi? Des boules. C'est-à-dire que chaque candidat a une boule qui représente et a une caisse. Mais cela peut tromper la vigilance Au contraire, ils disent que c'est le système le plus performant du monde. Et on leur explique que ce système, vous êtes parce que vous n'avez pas un nombre élevé d'électeurs. Donc, et vous n'avez pas beaucoup de candidats. Donc, la boule, quand vous la mettez, ça doit sonner une fois. Si ça sonne 2 fois, c'est que vous avez mis 2 boules. Donc, ils ont leur système. Mais, je peux vous assurer aujourd'hui que, vu la pression et les recommandations persistantes des différentes missions d'observation, ils sont en train de réfléchir pour une réforme du système électoral afin de revenir au truc. Dernier élément, la nature puissante de efficacité des missions d'observation. Vous avez la déclaration préliminaire. C'est une déclaration préliminaire. Parce que la mission d'observation internationale n'est pas dans le pays jusqu'au contentieux. Donc, la mission fait une déclaration préliminaire avant le contentieux. Donc, ce que la mission a remarqué à chaud, le soir des élections, c'est ça la déclaration. Et quand vous voyez les différentes parties des déclarations, c'est vrai qu'au début, les déclarations étaient très politiques. Mais de plus en plus... on donne en colère. Hein, ça en donne en colère. Les États se caressent souvent dans ces... N'oubliez pas que les organisations comme la CEDEAO et l'Union africaine sont des organisations gouvernementales. Et leur premier interlocuteur, c'est les gouvernements. C'est ceux qui dirigent. Et entre gouvernants, on se comprend souvent en comprenant son langage au détriment des votants qui sont les acteurs des efforts qui sont faits pour améliorer quand même. Des efforts, mais quand même, des récriminations de mœurs. Mais quand, souvent, on fait des revendications parce qu'on estime qu'on a gagné dans tel bureau de vote. Il faut bien me suivre, qu'on a gagné dans tel bureau de vote. C'est ce qui s'est passé en 2010. Oui, parce que vous avez gagné dans 5 bureaux de vote, vous estimez que c'est vous qui avez gagné les élections. Mais la mission d'observation fait sa déclaration préliminaire sur ce qu'elle a constaté globalement. Parce que la plupart de nos pays, nous avons plus de 20 000, 17 000, 21 000, 22 000 bureaux de vote. Si vous gagnez, ou s'il y a des problèmes ou des troubles dans 50 bureaux de vote, qu'est-ce que vous faites des 21 450 bureaux de vote qui ont marché? C'est ça, la déclaration, c'est la démocratie aussi, c'est la dictature du nombre. Mais il ne suffit pas de gagner dans un bureau de vote pour dire, oui, la CEDEAO a fait une déclaration et elle est tendancieuse. Non, nous, la CEDEAO réfléchit globalement. Comment ça s'est passé sur tout le territoire? Francis Gabriel Oquet, pour conclure sur la question, dans notre dernier virage de cette entrevue, sur la question des missions électorales, je vais vous faire cette question qui taraude souvent l'esprit de bien des gens. C'est une légère entorse à la souveraineté des États ou parfois un moyen d'influence des grandes puissances sur les États, les petits États, les États du tiers-monde, comme le sont certains États de la région, notamment en raison
des bailleurs, des grands financiers de ces organisations régionales et sous-régionales qui ont à charge d'épauler les observateurs internationaux. Qu'en dites-vous du haut de toute votre expérience dans les arcanes de l'observation électorale? Non, mais merci beaucoup pour aborder ce sujet. Je peux vous assurer, j'ai saisi l'occasion pour vous assurer que la CEDEAO fait la différence sur ce point. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle Community Levy en anglais, qui est la contribution des États, qui est la majeure partie des sources de revenus de la CEDEAO. Majeure partie. La majeure partie. Mais là, il y a des activités où ce sont les bailleurs même qui font la cour à la CEDEAO pour appuyer ces activités. Ah, donc on ne fait pas la cour quand on n'est pas intéressé ou quand on n'a pas d'intérêt. Il y a toujours un intérêt, mais chacun trouve son intérêt. Est-ce que cela n'entache pas la crédibilité de cette mission d'observation qui, comme vous le dites, les bailleurs ne financent pas les missions d'observation de la CEDEAO. Alors, ça, je suis catégorique. Les missions d'observation de la CEDEAO sont entièrement financées par la CEDEAO, la contribution des États de la CEDEAO. En tout cas, jusqu'à ce que je parte en 2023, les missions sont financées par les fonds propres de la CEDEAO qui sont constitués par la contribution des États. Maintenant, les contributions ou les apports, l'appui des bailleurs, c'est pour des formations, des renforcements de capacité. Ça, c'est possible. Mais pour le moment, les missions d'observation de la CEDEAO sont financées sur le budget de la CEDEAO. Ça, je peux vous le garantir. Que dites-vous de ces missions que vous avez vues défiler à Cotonou dans le cadre de ces élections nationales comme internationales? Quelle est l'appréciation globale du haut de votre expérience? Oui, moi-même j'ai coordonné plusieurs élections depuis 2006, les élections qui se sont déroulées, et j'ai pu mettre de l'amélioration, puisque moi-même j'étais de la société civile béninoise et j'ai travaillé à l'USAID. Et nous, on avait critiqué. On critiquait ces institutions. Et lorsque nous avions été recrutés, il faut reconnaître que ça n'a pas été facile de faire des réformes à l'intérieur. Et même d'impliquer des gens de la société civile et des experts des universités pour contribuer à la qualité du rapport de la CEDEAO ou des déclarations de la CEDEAO. Et je profite pour dire qu'il y a la déclaration préliminaire de la CEDEAO et il y a le rapport de la mission qui sont différentes. Et le rapport de la mission, on n'a souvent pas accès. Hein? Oui, le rapport, on n'a pas, parce que c'est les dispositions légales. Ça reste dans le secret des gouvernants le rapport est transmis au président qui en discute avec les acteurs nationaux. Donc, c'est le dispositif actuel. Donc, c'est pour ça. Ça fait partie des aspects à modifier dans le protocole additionnel. Nous avons fait des travaux pour qu'on améliore des réaménagements. Mais il y a des résistances. Il y a des résistances depuis 2018. Parce que les États ont des choses à cacher? Non, pas qu'ils ont des élections. Non, mais nous sommes sur le terrain politique. Mais quand vous êtes politicien et que quelque chose vous dérange, vous faites objection. Ça dérange quand on a quelque chose à se reprocher? Non, pas forcément, mais ça dérange quand ça doit perturber quand même votre façon de gérer. Et ça, il faut leur permettre ça, parce que c'est la politique, c'est pas l'église. Hein. Un mot à l'endroit de toutes ces Béninois qui nous suivent et qui sont déjà allés voter ou qui vont voter tout à l'heure? Non, c'est le seul mot que je voudrais dire, c'est notre première expérience d'élection couplée. Donc, je pense que les électeurs doivent sortir pour aller voter. Le milieu partisan a été assaini. Vous avez que 5 partis qui sont... Donc, vous pouvez faire facilement votre choix. Ne pas aller voter, c'est permettre à l'adversaire d'occuper le terrain. Et c'est l'erreur que nous faisons en Afrique souvent. On met le doute sur le processus et après on se rend compte que celui qui a cru au processus et prend tout le terrain et on commence par crier sur tous les cieux. Non, allez voter massivement, votez pour qui vous voulez et votez utile et votez pour ceux que vous savez qui peuvent gérer ce pays bien
Dans la prochaine législature, dans dans la les prochaine communes à législature et tout ça. Et il faut remarquer que le Bénin aujourd'hui fait partie des 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont donné la priorité et la place aux femmes au Parlement. Donc c'est quelque chose que les Béninois même ne valorisent pas. Et je peux dire sur ce plateau qu'il n'y a que 3 pays qui aujourd'hui réservent une place de choix à la femme. Il y a encore des efforts à faire, mais des efforts ont été faits, c'est à reconnaître. Donc, allez voter massivement et vive le Bénin. Merci Gabriel Francis Oquet. Je rappelle que vous êtes ancien chef de division assistance électorale de la CEDEAO et ancien représentant de la CEDEAO auprès de l'Union africaine. On a parlé de mission électorale d'observation nationale et internationale. Merci infiniment de votre disponibilité. Je vous raccompagne